Ce colloque intervient un an après la remise du rapport Stiglitz, qui est au cœur de ce colloque et qui effectivement rentre dans le cadre d'une mission qui lui avait été confiée par le président de la République en février 2008. Et une commande qui était justifiée par le fait, effectivement, comme l'a mentionné Isabelle Germain, et je pense qu'on reviendra en permanence ce soir sur cette question-là, c'est par le fait que le PIB rendait bien mal compte de tout ce qui concerne le bien-être social de la population, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et l'intérêt de ce rapport était qu'il posait beaucoup de pistes de réflexion, une douzaine de recommandations, et que il fallait faire en sorte que l'on puisse donner quelques orientations pour l'action publique en matière de production statistique notamment. Et puis en plus, on voit bien que cette démarche répond aussi à une demande de la société civile parce que il n'est que voir le nombre d'hebdomadaires qui titrent en permanence sur le palmarès des villes où il fait bon vivre, le palmarès des meilleurs lycées, le palmarès des meilleures universités, le palmarès des meilleurs hôpitaux, des meilleurs services hospitaliers, le palmarès des maisons de retraite. Donc on voit bien qu'il y a une demande de la part, et ce sont un peu des marronniers, mais en même temps, je crois qu'ils rencontrent toujours beaucoup de succès. Et on voit bien que ça répond quand même à une préoccupation et à une attente de la population d'un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'améliorer la qualité de vie dans notre pays et pas seulement d'avoir des indicateurs économiques sur la production industrielle et sur le produit intérieur brut. Alors, que dit le rapport Stiglitz? Je ne vais pas le développer puisque je crois que des détails seront sans doute développés au cours des tables rondes qui vont suivre. Mais moi, j'ai retenu quelque chose de ce rapport qui me paraît particulièrement fondamental. Parce qu'il établit une distinction très nette entre ce qui concerne la définition du bien-être présent, qui est au cœur de son rapport et de sa démarche, mais aussi une évaluation de la soutenabilité de la notion de bien-être. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une volonté ou un désir d'avoir un certain nombre de biens qui, par ailleurs, ne permettraient pas de respecter les ressources dont on a la possibilité d'utiliser pour mettre à disposition de cette volonté, de cette aspiration à un certain bien-être. Donc, il ne s'agit pas que tout le monde souhaite avoir 5 4x4 dans un château mal isolé, etc., puisqu'effectivement, ça ne marcherait pas, ce ne serait pas soutenable sur le plan de la défense de l'environnement. Alors, à ce stade, sans revenir sur le contenu du rapport, comme je l'indiquais, il s'agit de savoir ce que l'on en a fait à l'échelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de l'énergie et de la mer. Alors, je vais juste lire une phrase qui est apparue dans un communiqué de Jean-Luc Borloo aujourd'hui, puisqu'effectivement, comme c'est le premier anniversaire de la remise du rapport Stiglitz, il dit ceci: « L'application des recommandations du rapport Stiglitz est essentielle pour fournir de nouveaux indicateurs plus pertinents à même de répondre aux enjeux actuels du développement durable. Les travaux déjà engagés vont dans le bon sens en plaçant l'individu au centre de l'économie. Il faut donc les poursuivre et les amplifier afin d'aboutir à de nouveaux indicateurs dans lesquels les Français puissent davantage se reconnaître. » Alors, quels sont les travaux qui ont été d'ores et déjà engagés? Alors, ils concernent plus principalement un des blocs de recommandations du rapport Stiglitz, c'est bien évidemment le bloc sur l'environnement, le développement durable et l'environnement. Et donc, c'est plus particulièrement d'ailleurs le commissariat général au développement durable du ministère qui développe cet aspect-là, mais avec évidemment les appareils statistiques existants comme l'INSEE et le service de l'observation et des statistiques de notre ministère. Donc, au terme d'un processus, avec une conférence, avec beaucoup de concertation, les travaux auxquels nous sommes parvenus actuellement conduisent à la définition de 15 indicateurs pour utiliser pour la stratégie nationale du développement durable. Et donc j'ai amené ici quelques brochures que je vais laisser à disposition. Bon, j'en ai pas pour tout le monde. Donc ce sont les 15 indicateurs qui sont bien définis. Et ce sont ces indicateurs qui vont permettre, nous, de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable de 2010 à 2013
Et j'ai apporté également quelques brochures présentant un peu en détail cette stratégie nationale de développement durable, que je laisserai également à disposition, et qui se présente à travers 9 défis principaux que je ne vais pas détailler, mais dont vous pourrez prendre connaissance dans les brochures. Alors, dans les indicateurs, vous verrez, il y a quand même des choses qui sont quand même assez intéressantes. Il y a l'empreinte carbone, et des éléments assez innovants comme la consommation de matière et la productivité matière. La notion de productivité matière, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça permet de faire le lien entre utilisation des matières et production économique. Et ce que l'on note, c'est que cette productivité matière a augmenté de 26% entre 1990 et 2007, ce qui veut dire que finalement, on a réussi à faire des efforts et qu'on génère davantage de PIB avec la même matière, même avec moins de matière qu'auparavant. Quant à la consommation intérieure de matière, là c'est un indicateur de pression environnementale sur lequel je vais pas détailler, ni d'ailleurs sur sa composition, mais ce sont des éléments dont vous trouverez les indications chiffrées dans ce petit rapport. Alors, les travaux vont se poursuivre, bien sûr. De nouveaux types d'indicateurs sont en cours d'élaboration. Alors il y a tous les indicateurs qui sont liés effectivement au travail à domicile, au bénévolat, etc. Ça ce sont des indicateurs qui sont très difficiles sans doute, mais il va falloir encore des travaux complémentaires. Mais la réflexion que l'on peut avoir dans ce cadre-là, c'est une fois qu'on a des indicateurs, une fois que l'on connaît la répartition de la richesse au sein des ménages, une fois que l'on connaît la répartition des richesses entre les différentes strates de population, selon qu'ils habitent en milieu urbain ou en milieu rural, selon qu'ils sont d'origine étrangère ou qui sont d'origine française, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réponse que l'on apporte à ces préoccupations? Parce qu'évidemment, l'outil statistique, il est là utilisé, il doit être utilisé par les responsables politiques. D'ailleurs, le rapport dit bien à qui il s'adresse, aux décideurs, aux responsables politiques, à la population et aussi aux structures intermédiaires que sont les associations, les médias, etc. Alors, évidemment, je n'ai pas la réponse à cette question. Simplement, ce que je pourrais vous dire, c'est que le rôle de Valérie Létard a été précisément de commencer à travailler sur cette question-là à travers un pacte de solidarité écologique sur lequel nous sommes en train de travailler et qui a commencé à donner lieu à plusieurs travaux avec quatre axes principaux. Premièrement, un plan de mobilisation des métiers de la croissance verte sur lequel on a mis en chantier un certain nombre de comités de filière avec 11 comités de filière, d'ailleurs un peu comme les États généraux de l'industrie, même si ce n'est pas la même démarche. Et donc, il y a l'automobile, il y a l'agriculture, il y a la biodiversité, il y a les métiers de la mer, enfin, les énergies renouvelables, le transport, etc., le bâtiment. Et donc, c'est un processus qui est engagé et pour lequel nous avons présenté ce plan en janvier dernier. Ça, c'est le premier volet. Et d'ailleurs, demain, plutôt mercredi, à l'occasion du Salon de l'automobile, nous allons avoir un petit dispositif de communication sur les métiers de la croissance verte et la filière de la route et de l'automobile. Donc on va transmettre ça aux lycéens parce que dans ce domaine-là, il y a effectivement un certain nombre de métiers qui vont évoluer. Et là, il y a un petit quiz que je vais vous laisser aussi, comme ça vous pourrez vous amuser. Voilà, je ne suis pas venu les mains vides. Merci. Je vous laisse tout ça. Voilà, qui vont permettre vous montrer qu'on travaille avec des fédérations professionnelles, on ne travaille pas voilà, comme ça, tout ça. Ça, c'est le premier axe de notre pacte, notre projet de pacte. Deuxième axe, c'est sur la lutte contre la précarité énergétique, avec notamment, dans le cadre du grand emprunt, une action en direction des tout petits propriétaires immobiliers qui n'ont pas les moyens de rénover leur maison et qui ont des difficultés pour honorer leur facture énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de précarité énergétique, 87% des personnes qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui consacrent plus de 10% de leurs revenus à payer leur facture énergétique, sont en fait dans le parc, sont propriétaires, sont dans le parc privé, pardon. Et les trois quarts d'entre eux sont propriétaires.
Donc c'est quand même une information assez intéressante, et donc c'est sur cet axe que l'on agit, sachant que par ailleurs, il y a toutes les questions de tarif social de l'électricité, tarif social du gaz, tarif social de l'eau, qui concernent là une population plus vaste. Ça, c'est le deuxième volet. Et troisième volet, c'est une question liée à l'accès aux services essentiels, l'accès à l'eau, l'accès aux moyens de communication, l'accès au transport, par exemple. Et le dernier axe de ce pacte de solidarité écologique, c'est la question liée à l'égalité entre les territoires et la citoyenneté, c'est-à-dire comment les citoyens sont les acteurs de leur propre évolution. Voilà, je voulais vous dire ces quelques mots pour vous situer, nous, notre action dans le cadre du ministère en charge du développement durable, pour vous indiquer que le rapport Stiglitz, il n'est pas resté dans l'oubli, bien au contraire, des travaux importants ont été menés dans ce cadre-là, et d'ailleurs, ils se figureront dans le rapport que le gouvernement doit remettre au Parlement là, en ce moment, et qui a été présenté d'ailleurs aux instances de concertation que l'on a mises en place, dans le cadre de la fameuse gouvernance à 5, et qu'on va encore aller plus loin que ce qui a été fait à présent, mais que la batterie d'indicateurs que l'on a déjà d'ores et déjà arrêté et décidé de mettre en œuvre va nous permettre déjà d'avoir une mesure un peu plus intéressante et un peu plus opérationnelle peut-être de ce que peut être le bien-être social de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Député. Alors,